Bienvenue sur My Marketing Podcast, votre double dose d'inspiration business. C'est Laurie et Sandy Jacobi. On est entrepreneurs et spécialistes en marketing chez My Marketing Experience depuis plus de 10 ans. Ici, vous trouverez les méthodes, les outils et les meilleures pratiques marketing pour prendre les bonnes décisions pour votre entreprise, augmenter vos performances et votre niveau de kiff. Alors profitez-en et bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Enzo Colucci, qui est coach de vente et expert en prospection et appel à froid. Bonjour Enzo, comment tu vas ? Salut Laurie, ça va très bien. Écoute, on enregistre un vendredi après-midi. Il fait pas forcément beau, mais le moral est présent. Très content d'être là. Merci pour l'invitation. Écoute, moi je suis ravie de t'accueillir sur ce podcast, surtout pour parler d'un sujet qui est un petit peu délicat et qui fait transpirer plus d'un dirigeant et plus même d'un responsable commercial, j'ai envie de dire, qui sont les appels à froid. Moi, je sais que j'aime beaucoup ce que tu fais sur LinkedIn à ce sujet parce que tu as le don de dédramatiser cet exercice assez épineux avec pas mal d'humour. Et c'est pour ça que je me suis dit que ce serait super de te recevoir sur ce podcast pour montrer que, en fait, la prospection et notamment les appels à froid, ça peut être aussi assez fun malgré tout. Enzo, ce que je te propose, c'est que tu nous partages, toi, aujourd'hui, tes conseils pour réussir ces appels à froid, pour en faire quelque chose, je pense, une routine où on sait par quoi on doit commencer, quels sont les prérequis pour bien réussir ces appels à froid et que ce soit plus aussi douloureux parce que j'imagine qu'en ayant la bonne méthode, c'est quand même plus simple, plus fluide et même, allez, soyons fous, qu'on peut même commencer à apprécier ça. Par où commencer ? Déjà, une bonne session de call, d'appel à froid, ça se prépare. C'est comme tout. On n'arrive pas les mains dans les poches avec quelques numéros par-ci par-là et on n'en fait pas un petit peu par-ci, un petit peu par-là non plus. Ça demande d'avoir une organisation, d'être méticuleuse, d'avoir une constance hebdomadaire, parce que c'est comme ça qu'on progresse. Je te prends l'exemple du sport ou d'apprendre à jouer de la flûte ou d'apprendre à cuisiner. Plus tu pratiques, plus tu montes en compétence, c'est normal. Donc, il va falloir se responsabiliser, se mettre au début 1 ou 2 sessions par semaine, tu vois, ça dépend aussi de ton agenda et de ce que tu fais littéralement, mais que ces plages-là soient crantées, que ces plages-là soient le plus possible sur des créneaux où tu, en tout cas, toi, escomptes d'avoir ton buyer persona, en tout cas les gens que tu cibles, littéralement, les décisionnaires. C'est assez aléatoire, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut être constant dans le temps et varier les appels, enfin les horaires, puisqu'il n'y a pas de recette miracle là-dessus. Mais donc, on va déjà commencer par une bonne organisation, ensuite une bonne préparation. Ça veut dire que je dois venir avec une liste de prospects, de leads plus ou moins qualifiés. Je dis plus ou moins qualifiés parce que il faut avoir un minimum d'infos dessus, à savoir le nom, le prénom, la boîte, le rôle, le numéro de téléphone, bien évidemment. On va parler après des outils qu'on peut utiliser pour aller chercher tout ça et toute autre info complémentaires qui peuvent aider au business. Ça peut être si tu vends une solution SaaS, donc software qui s'intègre sur des CRM, savoir quel CRM utilise l'entreprise que tu veux avoir. Est-ce qu'ils utilisent Salesforce, HubSpot, Pipedrive, j'en sais rien. Donc, il faut préparer un petit peu en amont, quoi. D'accord. Il faut savoir à qui on s'adresse. Oui. Il faut savoir déjà au tout départ, c'est une très bonne remarque, Laurie, c'est à qui tu t'adresses, c'est-à-dire ICP, donc Ideal Customer Profile. Quel est le type de boîte que tu cherches à avoir ? Est-ce que je veux des boîtes de moins de 500 personnes dans la région Île-de-France ou en tout cas en France, dans le secteur de l'aéronautique, qui font je sais pas quoi, tu vois, genre à toi aussi de définir ce fameux ICP. Ok, donc il y a vraiment toute cette partie préparatoire où tu dis qu'il faut bien connaître à qui on veut s'adresser. On est d'accord. De toute façon, c'est quand même des prérequis. Pour faire de la bonne vente, il faut déjà avoir bien défini ces prérequis en marketing. Et ça s'invente pas, c'est un travail. Et aussi de faire ce travail un peu de détective pour savoir à l'intérieur comment ça se passe, au-delà vraiment de qui ils sont, quels outils ils utilisent, si c'est pertinent. Donc vraiment tout ce travail de recherche un peu pointu qui peut prendre du temps du coup, pour pouvoir bien préparer son appel. Ça peut prendre du temps. Tu peux utiliser aujourd'hui des outils à disposition. Je pense ou alors à aller sur des systèmes de recherche avancés autres que juste Sales Navigator, qui te permet déjà de faire des bonnes recherches. Mais tu as des outils comme Pharo aujourd'hui, P-H-A-R-O-W. Tu as des outils comme Société Info, pardon. Au moins, tu vas pouvoir avoir une certaine granularité. Tu vas pouvoir surtout aller identifier quels sont les buyers persona, comme je disais tout à l'heure. Donc, quels sont les interlocuteurs que tu cherches à avoir. Je veux que des CMO ou je veux que des DAF ou des DRH. En tout cas, quels sont mes 3 buyers qui me permettent de rentrer
dans l'entreprise, d'identifier ces gens, d'aller extraire cette donnée un peu plus massivement. Donc, je sais quelles sont les boîtes que je cherche à avoir et je sais quels sont les décisionnaires dedans. Une fois que j'ai tout ça, je fais une grosse extraction et après, je vais devoir enrichir ma base. Parce que là, du coup, en fait, j'ai juste les noms, prénoms, j'ai quelques infos clés que me donne SalesNav, mais j'ai pas de 06. Pour les non-initiés, SalesNav, c'est donc Sales Navigator. Sales Navigator, je parle en acronyme, je parle en... On sent l'expert. Ouais. Oui, on dirait presque un pote à toi tellement. Ouais, c'est SalesNav, c'est le poteau, tu vois. Le vendredi, on sort ensemble avec SalesNav, mais non, en tout cas, Sales Navigator. Du coup, toi, tu recommandes d'avoir Sales Navigator pour enrichir. Certes, c'est un investissement, mais pour ceux qui n'ont pas l'abonnement Sales Navigator, donc qui est proposé par LinkedIn, hein, qui est vraiment un outil LinkedIn mis à disposition spécifiquement pour la prospection. Ça, on va dire que ça peut faire gagner du temps. C'est indispensable de faire, comme je te disais, une recherche avancée au début. Après, est-ce que c'est Sales Navigator? Est-ce que c'est autre chose? Petit tips pratiques pour ceux qui n'ont pas forcément beaucoup de budget sur du Sales Navigator. Vu qu'en fait, c'est ce que je veux faire comprendre depuis tout à l'heure, c'est que cette recherche avancée que vous allez faire et cet enrichissement, vous êtes censé le faire au début qu'une fois. Vous n'avez pas besoin de le faire tous les jours. Une fois que vous avez fait votre recherche en amont, et donc un Sales Navigator, vous créez un nouveau compte LinkedIn avec une autre adresse mail. Vous avez Sales Navigator gratuit le premier mois. Donc, comme ça, vous pouvez faire votre recherche. Autant me prendre ça à disposition. Et une fois que j'ai toute ma liste, donc je vais l'enrichir. Je vais l'enrichir avec des outils comme Casper, comme Full and Rich. Je pourrais mettre des liens si tu veux, qui sont pour moi les meilleurs outils aujourd'hui pour aller enrichir et trouver des 06, parce que c'est ça qui nous intéresse. Je m'en fous un peu d'avoir des mails. Ça se trouve assez facilement, ça aujourd'hui. Si on veut faire du call, ce qui nous intéresse, c'est les numéros. Non, puis on est sur de l'appel à froid, donc il faut un numéro de téléphone. Il faut un numéro de téléphone, mais vous vous contentez pas de fixe. Aujourd'hui, si on veut mettre en place une bonne stratégie de call, et si on veut que ça dure dans le temps et que ce soit digeste et que, comme on disait tout à l'heure, que les équipes prennent du plaisir et que ça devienne un peu, encore une fois, ludique et gamifié, il faut appeler majoritairement sur des 06. Et ça se trouve aujourd'hui via les solutions que j'ai données. Donc, arrêtez de faire appeler vos équipes commerciales ou même vous, arrêtez d'appeler sur des lignes fixes constamment. C'est fatigant, on passe toujours par des barrages dans tous les sens. Ça veut pas dire qu'on n'aura que des 06, mais il faut éviter le plus possible. Si vous êtes sur de la food, vous allez chercher des restaurateurs. Ou si vous êtes sur du secteur public, que vous appelez des médecins, que vous appelez du coup, je sais pas, des hôpitaux. Moi, c'est deux secteurs sur lesquels j'ai beaucoup travaillé. Les 06, t'oublies. Tu vas devoir taper des barrages et tu vas faire aussi plus de prospection de terrain. Donc, c'est un peu différent. Mais pour dire que oui, on pourra pas trouver les 06 de tout le monde. Mais il faut faire l'effort au début d'avoir une bonne data. Pas de data, pas de chocolat. C'est aussi simple que ça. Pas de data, pas de chocolat, je retiens. Du coup, je trouve que ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que finalement, en préparant bien nos infos sur les prospects qu'on veut adresser, moi, j'imagine que ça doit te faire prendre confiance en toi. C'est-à-dire que tu n'as pas l'impression forcément de te jeter dans la gueule du loup. Je pense que ça peut donner aussi en confiance en te disant, je connais pas rien de la personne. Je sais au moins par quel angle l'approcher, puisque j'ai son numéro de téléphone portable. Potentiellement, il va pas attendre mon appel, puisque c'est clair, c'est de la prospection à froid, il m'attend pas. c'est même le but du jeu. Mais j'ai au moins des billes dans la main pour lui faire comprendre que je sais qui il est. Et alors, sans lui dire qu'on l'a stalké depuis des mois non plus, on est d'accord. On va pouvoir s'adresser plus facilement à lui. Ouais, c'est clair. C'est indispensable si tu veux tenir. Après, il y a plein d'autres infos potentiellement à aller chercher. C'est sûr que ça te met du coup en confiance. Pas pour tout le monde, tu me diras, mais après, on va voir aussi sur la partie pitch, qu'est-ce qu'il faut faire, les infos à aller chercher. En tout cas, le niveau de préparation, oui, il est totalement connexe au taux de conversion. C'est-à-dire que c'est fini, si tu veux, l'époque... je cite ces noms-là parce que c'était ça à l'époque, l'époque des Xerox et compagnie, qui sont des boîtes d'imprimantes où tu tapais le bottin et en fait, tu tapais dans le dur, justement, tu appelais beaucoup de standards. Aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent d'aller au-delà de ça. Donc, faire que du volume sur du call, c'est encore une fois la meilleure façon de ne pas tenir dans le temps et de dégoûter les gens qui en font. On veut plus faire 150 appels par jour, ça sert à rien. Vaut mieux bien préparer, avoir des listes. Moi, quand je dis toujours une bonne session d'appel, c'est 1 heure. C'est bien 1 heure, c'est intense. Par contre, on ne fait que ça. Il n'y a pas de recherche de qui est qui, qu'est-ce qu'il a fait. Tout ça, c'est fait en amont. Je fais 1 heure d'appel effectif. Donc, je vais avoir 40 leads, donc 40 prospects qui sont prêts à être appelés avec une segmentation que j'ai travaillée. Donc, est-ce que j'appelle que des DRH filtrés par buyer persona? Ça a beaucoup plus d'impact. Les bénéfices sont pas les mêmes quand je parle à un DAF qu'à un DRH ou une DRH, CEO, etc. Donc déjà filtré par les buyer persona. Est-ce que je filtre aussi par des segments justement de boîtes? Quand je parle à une boîte qui a entre 50 et 100 salariés versus 500 000,
c'est pas les mêmes process, c'est pas les mêmes enjeux. Donc, rien que ça, c'est déjà des petits trucs à faire. Des secteurs d'activité, comme j'ai dit, pourquoi pas. Bref, j'arrive avec une liste de 40 leads et je sais que pendant 1 heure, je vais passer peut-être une vingtaine d'appels parce que je vais avoir des répondeurs, je vais avoir un peu de tout. Il faut que j'ai une certaine cadence. Mais l'idée, c'est d'allier, si tu veux, genre, j'aime pas dire justement volume, je dis cadence et qualité. Et c'est en étant, tu vois, à équilibrer sur ces deux pans-là qu'on arrive à avoir des meilleurs taux de conversion et que finalement, en passant une quarantaine ou cinquantaine d'appels par jour, soit 3 fois moins que ce qu'on demandait avant, on arrive à avoir tout autant, voire plus de résultats. Et donc plus de satisfaction et plus d'envie d'y retourner. Je reviens juste un point en arrière où on avait parlé de l'organisation, mais on est assez, où c'était le premier point que tu avais cité, mais t'en as parlé ici et c'était super intéressant. Quand tu parles d'organisation, tu as dit au tout début que voilà, on se fixait peut-être 2 créneaux par semaine de 1 heure où on faisait les appels à froid. Est-ce que tu recommandes d'utiliser ces créneaux aussi pour la préparation ou c'est vraiment que pour de l'appel? Que du call. D'accord, que du call. Du coup, on prépare en amont, mais quand on arrive pendant cette heure ou ces 2 fois 1 heure d'appel, on est d'accord qu'on ne fait que ça. Et est-ce que du coup, tu recommandes d'avoir une session d'appel pour par exemple, un buyer persona type, donc une cible de client type. Par exemple, le mardi, je vais faire que des DRH de boîtes de 500 personnes, je dis n'importe quoi. Et le jeudi, je vais faire que des directeurs IT. Bon, ça me semble curieux d'avoir les deux, mais on va dire, pour faire en grossir le trait, de boîtes de plus de 1000 salariés. Est-ce que tu pousses, toi, vraiment jusqu'à essayer d'être très rigoureux pour et de bien séparer toutes ces choses-là? En fait, l'objectif de tout ça, c'est d'avoir un niveau de préparation qui est suffisamment efficace pour que nous, on se sente à l'aise et pour éviter de faire ce que j'appelle de la gymnastique intellectuelle pendant les sessions d'appel. Si à un moment donné, je parle à un DRH d'une boîte de 50 et que le truc d'après, comme je cible assez large, finalement, mon ICP, il est assez large et les gens que je veux avoir en interne aussi. Un coup, je parle à quelqu'un en marketing. Un coup, je parle à quelqu'un en RH. Un coup, je parle sur une boîte plus élevée. Enfin, ça me demande de faire, encore une fois, trop d'ajustements. Et c'est pas comme ça que je monte en compétence et que je monte en cadence, surtout et en rythme au cours de ma session seulement d'1 heure. Si peu que dedans, bah vas-y, un coup j'appelle un standard. Ah bah celui d'après, ah bah j'ai de la chance, j'ai un 06. Bah non, on filtre, on appelle que les 06 en premier. Si sur les 40, il nous en reste 10 en standard, on fera que les standards la suite. Parce que l'objectif n'est pas le même. Et ça, j'aurais dû commencer aussi par là, parce que quel est l'objectif quand on fait du call? L'objectif, c'est de prendre un rendez-vous. C'est qu'on n'est pas là pour rester 5 minutes au téléphone. Ça doit durer 2-3 minutes en moyenne. Je dis bien en moyenne, évidemment qu'il y a toujours des exceptions, mais c'est 2-3 minutes en appel. On vient pour un rendez-vous. Si on n'arrive pas à avoir le rendez-vous, l'objectif, immédiatement, c'est de qualifier, quoi qu'il arrive, son appel. Je ne ressors pas de là sans nouvelles informations sur mon prospect. Et même si parfois j'appelle des standards, ou en tout cas des fixes, et que j'ai des intermédiaires, et que je ne sais pas qui j'ai à l'autre bout, et que j'arrive pas à avoir mon décisionnaire, c'est pas juste « Bonjour, je pourrais parler à Laurie, s'il vous plaît. Ah, elle est pas là? Ah mince, elle revient quand? Demain? Ah bah je rappellerai. Merci, bonne journée. » Bah non. En fait, j'avais qui au téléphone? Je m'intéresse même pas à elle. Qui vous êtes? Vous travaillez du coup en direct avec Laurie? Vous êtes associés? Vous êtes dans le même pôle? Ah, vous travaillez aussi au marketing? Ah bah intéressant. Dites-moi, vous utilisez quoi aujourd'hui comme outil là-dessus? Et en fait, je vais récupérer de l'info en direct de manière assez informelle, de manière hyper courtoise aussi, mais je vais commencer à créer du lien avec une autre personne en interne. Je vais demander son prénom aussi avant de partir. Je considère les gens que j'ai à l'autre bout, même si parfois j'ai pas les lignes directes. Parce que c'est une façon d'aller chercher de l'info de manière hyper directe et de se confronter au marché et de revenir après en relançant avec ces petites infos supplémentaires qui vont venir nourrir encore plus la préparation que j'avais faite moi déjà en amont. Donc venir encore une fois nourrir cette confiance dont tu parlais. C'est hyper intéressant de se dire, je repars pas sans infos supplémentaires pour venir enrichir ma connaissance de mon prospect. Et aussi, cet appel à froid, il est là pour caler un rendez-vous, il n'est pas là pour vendre. Ça, c'est super important parce que c'est un défaut qu'on voit souvent de vouloir présenter et déballer la marchandise, comme j'appelle, dès le premier appel, alors que bien souvent, tu vas venir un peu déranger les gens. Et je sais que moi, je demande toujours, est-ce qu'on peut se reparler à un autre moment? Alors, peut-être pas la bonne méthode, mais de proposer une autre date, une date pour qu'on convienne d'un rendez-vous au moment où lui, il sera disponible. On n'est pas là pour déballer la personne. En fait, si on prend un peu de hauteur, c'est quoi de la prospection à froid? C'est moi qui appelle quelqu'un, il me connaît pas, je le connais pas encore, il connaît pas mon produit et il a pas demandé à ce que je l'appelle à ce moment-là. C'est beaucoup trop d'inconnus. Je peux pas demander à une personne de se pas mettre à ma bienvenu merci. À la base. Ah non, c'est pas moi qui décide quand je t'appelle que toi t'es dispo et que tu réponds. Et les gens aussi sont jamais clairs. Quelles sont leurs intentions quand ils viennent dans cet appel? Et c'est ça, moi, qui me dérange. Pas plus tard que tout à l'heure, même si du coup, c'est une personne que j'avais vue à l'époque, qui m'appelle là, juste avant qu'on fasse le podcast. Et il commençait à me raconter. Alors ça va, j'étais en train de manger, donc je l'écoutais. Mais à un moment donné, je lui dis, Coco, enfin, t'es là pourquoi en fait? Ça fait 3 minutes que tu me racontes ta vie. Bon, t'as de la chance, j'ai du temps là, donc je t'écoute. Mais en réalité, tu fais mal le call. Dis-moi pourquoi tu viens.
Tu viens pour que je te donne une solution, tu viens pour qu'on prenne rendez-vous, tu viens pour que je te donne quelque chose. C'est quoi en fait? Moi, j'ai besoin de comprendre, d'arrêter d'être fourbe quand on fait du call et arriver et poser des questions alors qu'on n'a même pas commencé à créer du lien. La personne ne sait pas qui on est, ce qu'on fait. Et à la fois, c'est paradoxal parce qu'on veut pas non plus perdre trop de temps à justifier qui on est, ce qu'on fait là, etc. Parce que les gens tombent dans le piège. Bonjour, je suis Enzo. Alors en fait, du coup, je fais partie de la société machin. Vous savez, alors nous sommes, et en fait, nous faisons. Mais moi, j'en ai rien à foutre de toi, en fait. Je t'ai pas demandé de m'appeler, donc commence pas à me raconter ta vie, tu vois. Du coup, ce qui est la partie la plus difficile du job, mais c'est la troisième étape du process. Comment on fait une fois qu'on a la personne qui décroche au téléphone pour arriver à pas se faire raccrocher au nez en disant oh non mais c'est bon, encore un qui veut me démarcher, j'en ai marre. Ouais. On va avoir une posture qui va être différente de ce qu'on voit aujourd'hui beaucoup parce que les gens font aussi nettement l'amalgame, j'ai envie de dire parfois à juste titre parce qu'ils nous ont tellement pris la tête avec tout ce qui est CPF, panneaux solaires, téléphonie, etc. qui nous cassent la tête pour parler pas vulgairement. Et donc du coup tout de suite on se dit que quelqu'un nous appelle, un numéro qu'on connaît pas, encore quelqu'un qui vient me vendre des trucs chiants quoi. Donc, il va falloir vite, en termes de posture, bien faire comprendre. Tout se joue, grosso modo, dans les 10 premières secondes, ce qu'on dit d'un call. C'est le niveau d'attention que je vais accorder au départ. Donc, il y a besoin d'avoir une bonne élocution. Il y a besoin de bien comprendre, encore une fois, qu'est-ce qu'on fout ici et de faire comprendre à la personne que c'est pas un hasard si on l'appelle. Donc, moi, j'utilise une structure de pitch que d'ailleurs les marketeurs et marketeuses qui nous écoutent connaissent sans doute très bien. C'est AIDA. Attention, intérêt, désir, action. Moi, du coup, je dis accroche en call, mais c'est pareil. C'est du coup, je vais avoir une accroche. Je vais balancer du coup l'intérêt, à savoir, je vais parler des bénéfices que j'apporte qui répondent à une problématique précise de ce secteur, cette taille d'entreprise ou cette personne ou tout en même temps, pour montrer mon expertise. Je vais venir derrière consolider avec du désir, à savoir avec de la preuve sociale, un chiffre ou deux. Et je vais venir proposer un call to action. Donc, je vais venir proposer tout de suite une date, une ou deux dates. Et je ferai une technique d'entonnoir après, une fois qu'on m'a validé si c'était mardi, mercredi ou jeudi. Donc, une accroche, moi, ce que je préfère, en termes d'accroche que j'appelle une accroche directe et très transparente, sincère, respectueuse, en tout cas, j'essaie de faire tout ça à la fois, c'est de se dire « Bonjour Laurie, on ne se connaît pas encore, je m'appelle Enzo, je travaille pour telle boîte, je ne sais pas pour vous prendre du temps maintenant que je vous appelle Laurie, je respecte votre temps, je sais qu'il est précieux, l'objectif, c'est qu'on se prenne rendez-vous, je vous explique pourquoi, ça fait 1 heure que moi j'échange avec vos homologues du marketing dans tel secteur. » Voilà un exemple, ça ne veut pas dire que c'est exactement ça à la lettre, mais tu comprends l'idée derrière, c'est... Voilà. J'ai compris que je peux te déranger à ce moment-là, mais je vais pas te prendre ton temps immédiatement parce que je sais, et ça, du coup, j'aime beaucoup le côté respectueux. Et après, il y a l'intérêt, j'ai discuté avec tes homologues en marketing, donc du coup, il va dire, qu'est-ce qu'il leur a dit. C'est ça, c'est les 10 secondes un peu où on attise un peu la curiosité, on doit avoir un peu ton posé, on doit montrer qu'on est à la fois quand même sympa, enthousiaste, tu vois, d'appeler. Et une fois qu'on a passé ça, c'est là où on enchaîne du coup notre suite de pitch, quoi. Mais donc, c'est très important tout de suite d'expliquer pourquoi on est là. Les gens, la plupart du temps, ils appellent. Déjà, ils démarrent tout de suite. Allô, Laurie? Oui, bonjour. Alors, du coup, je suis Enzo de telle boîte. Alors, en fait, je vous appelle parce que si vous voulez, moi, aujourd'hui, je fais ça. Et en fait, je fais ci, je fais ça. Et d'ailleurs, Laurie, mais comment est-ce que vous gérez vos process en marketing? Et t'es là, tu fais, attends, tu me parles que de ta gueule. Je comprends rien. Pourquoi t'es là? Tu me poses des questions, on se connaît pas. Et en fait, du coup, ça fonctionne Oui, pas. c'est presque agressif. En fait. En fait, c'est agressif pour certains. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est intrusif pour la plupart du temps. Oui. Et c'est parce qu'en fait, ça, si tu veux, on cale. Ouais, mais certains sont agressifs. Hein, c'est pas faux ce que tu dis. Hein. La problématique, c'est que les gens calquent des méthodes d'inbound sur de l'outbound. Parce que faire du call, c'est une méthode outbound. C'est donc de la chasse, quoi. C'est inbound, c'est je fais venir le lead à moi. Outbound, c'est je vais le chasser, je vais le chercher. Et donc sur les pratiques d'inbound, donc où je fais venir mon lead via des réseaux, des ads, ce que tu veux, des livres blancs, des webinars, des lead magnets, etc. Qu'est-ce que je fais quand une personne m'a montré qu'elle avait potentiellement un intérêt de venir chez moi? Une fois que j'ai dit bonjour et que je me suis présenté, et que je lui ai dit d'où je viens et que c'est lui qui a fait la demande, je commence à poser des questions parce que c'est lui qui a dit qu'il voulait venir me voir. Et donc du coup, les gens prennent ces mêmes méthodes-là et les calquent sur des méthodes type de call, et donc ça marche pas. Parce que la personne n'a pas demandé à venir. Donc oui, t'es déjà en train d'essayer de qualifier, et ça, c'est aussi une problématique, c'est que les gens veulent des leads surqualifiés pour prendre un rendez-vous. Et donc, en fait, on demande de d'abord déceler qu'il y ait bien un besoin, qu'il y ait bien un budget, ce qu'on appelle le BANT, B-A-N-T, c'est ce qu'on fait souvent, tu vois, en découverte, en qualification, avec donc le B qui signifie budget. Et donc, moi, je vois encore des boîtes, et c'est à se taper la tête contre un mur, qui demandent à des gens qui font de la prospection sortante de faire ce qu'on appelle un BANT et donc de valider sur un premier call à froid que la personne avait du budget pour venir chez nous. Mais c'est une hérésie. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. C'est pas possible de faire ça.
Tu peux pas cranter tous les éléments pour te dire que, alors là, le rendez-vous qu'on va faire, c'est sûr que il est absolument parfait. Bah, dans ce cas-là, j'espère que tu closes 100% de tes deals, mon coco. Parce que c'est sûr qu'il y a forcément de la perte. Oui, mais alors là, pour le coup, moi, j'aurais vraiment l'impression qu'on m'envoie au casse-pipe, tu vois, en me disant, tu dois directement obtenir ces infos-là, mais comment on peut penser qu'il va les donner? Tu le fais pas. De toute façon, c'est simple, tu le fais pas. On se connaît pas, tu veux des infos hyper confidentielles sur ça marche pas. La qualification vient toujours pour moi en fait à la fin de ce pitch. C'est pour ça que l'idée d'Aïda, c'est de se dire que en l'espace de 20-30 secondes, je vais pouvoir dérouler un pitch où je vais expliquer pourquoi je viens, ce que je fais en tout cas, ce que j'apporte à cette personne ou son secteur, avec qui je le fais déjà, et proposer une date. À l'issue de ça, je vois comment réagit la personne. Soit elle est d'accord tout de suite parce que j'ai fait justement un très bon travail, très bon pitch, bonne segmentation. Auquel cas, on valide la date et là, je qualifie par-dessus. À savoir, j'ai 2, 3, peut-être 4 questions pour savoir justement qu'est-ce qu'il utilise comme outil, puisque je l'ai pas eu, ça, mon pitch a marché tout de suite. Qu'est-ce que vous utilisez comme outil, qu'est-ce que vous faites dans tel cas, etc. Des questions de qualif en fonction de ce que vous vendez, votre produit ou service, qui viendront déjà préparer le rendez-vous. Ou la personne n'est pas d'accord, on rentre dans un jeu d'objections, et auquel cas, une objection, on y répond avec des questions. Donc, ces questions ouvertes qu'on était censé poser en qualification, on peut les utiliser pour essayer de revenir à l'intérieur et essayer de recréer un dialogue en disant, OK, la personne n'a pas compris, elle veut pas. OK, vous n'êtes pas intéressé, je comprends, vous attendiez pas mon appel. Est-ce que j'ose vous demander comment vous faites ça? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous faites ça? Et j'essaie de réouvrir le dialogue, j'essaie de re-rentrer. Et donc, j'utilise mes fameuses questions de qualif. Donc, c'est pour ça que je dis que je ne ressors jamais à poil d'un call. C'est que quoi qu'il arrive, j'ai des infos. Il peut refuser le rendez-vous, certes, mais quand on fait cet exercice-là, il faut pas se contenter d'un non. Il faut quand même, avant de raccrocher, essayer d'obtenir ces précieuses informations qui pourront resservir par la suite. Ouais, parce qu'en fait, encore une fois, prenons de la hauteur et essayons de dédramatiser ce que c'est que du call. Moi, je fais du business, je t'ai identifié dans une cible, je me permets de t'appeler parce que c'est la manière la plus directe de t'avoir. Je viens avec beaucoup, encore une fois, de respect et d'éthique sur ma façon de prospecter. Je veux qu'on se rencontre, je t'explique très rapidement pourquoi, je veux pas te prendre du temps maintenant. Tu me dis non. Alors, soit tu es vraiment hors de ma cible et auquel cas, tant mieux, je te sors de mon pipe parce que moi, ma segmentation, elle était approximative au départ. Et en fait, elle me fait me rendre compte que non, tu n'utilises pas du tout ces outils-là et que tu n'es pas intéressé et que tes projets, c'est ça, ça, ça. OK. Ça me semble en fait normal de m'intéresser à la personne que j'ai en face. Elle ne veut pas. J'ai pas besoin de me braquer et essayer d'aller au forceps sans argument. J'essaie de comprendre. Je fais preuve de ce que j'appelle, moi, de curiosité bien placée. Ah écoutez, intéressant. Je peux vous demander. Et du coup, c'est pour ça que tu vois, la posture, la tonalité joue énormément. On n'est qu'une voix, en fait, quand on passe des coups de fil. Donc, si tu veux, tu dois faire quand même passer un peu d'émotion, montrer à la personne que tu t'intéresses vraiment. L'intonation joue énormément. Et pour encore une fois, dénoter de tout ce qui se fait à côté, en CPF ou autre, où les gens lisent des scripts. Il faut surtout pas lire de scripts. Vous pouvez vous écrire un petit truc, comme là, je mettais avec Aïda, avec des petites bullet points, des choses qui vous rassurent au début. Écrivez-les les premiers temps pour vous chauffer un petit peu. Mais après, vous avez plus besoin. Et le moins vous utiliserez de script, le plus vous serez naturel, le plus on aura envie de prendre de rendez-vous avec vous. En revanche, c'est sûr qu'il faut être très pertinent dans l'approche et dans les termes qu'on emploie. Et tu vois, ça, c'est la base. D'où la préparation en amont. Et du coup, les objections, tu recommandes aussi de les préparer en amont? Ça, c'est l'idéal parce que quand c'est un peu toujours les mêmes, ça, du coup, moi, c'est ce que je fais en coaching aussi. Alors, pas forcément que sur du call, mais sur du rendez-vous, du traitement d'objection lorsqu'on est en rendez-vous. Tu as un peu tout le temps les mêmes familles, si tu veux, d'objections. Hein. C'est famille de concurrence, famille de prix, famille de timing, etc. Tu vois, genre famille de besoins et les familles de pouvoir. Tu vois, genre intérêt, pouvoir, concurrence, prix, et tu as ces 5 familles-là. Donc, oui, l'idéal, c'est de les préparer en amont, mais ce que je te dis, prépare plus des questions que des réponses. Non, justement, d'identifier quelles sont les objections qui peuvent apparaître et de se dire, OK, je sais que pour telle objection, c'est la question que je dois poser. Oui, exactement. Préparer. Et ça, tu vois, c'est une tare que je vois sur lesquelles je travaille quand je vais en entreprise, les boîtes que je coach, c'est... En fait, souvent, on donne des playbooks, donc des livres à suivre de vente, si tu veux, genre quand on dit avec les scripts, etc. Et toutes les objections, alors elles sont super bien rangées dans un Notion avec toutes les réponses qu'il faut émettre. Et donc, en fait, quand tu me dis non, mais moi, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Oui, mais vous savez, en fait, nous, en fait, on fait ça. Et vous savez, en fait, nous, en fait, on est les meilleurs sur ça. Mais en fait, vous savez que nous, notre fonctionnalité, elle fait ça. Mais en fait, je m'en fous. Et au lieu de travailler que des réponses, c'est plutôt travailler des questions. Essayez de comprendre. Une objection de concurrence, ça s'étudie. Hyper intéressant, Laurie. Ça veut dire que vous m'avez pas attendu pour bien faire votre travail. Super. Et ça veut dire que vous êtes aussi déjà sensible sur le sujet et que vous êtes équipé. C'est plutôt une bonne chose. Est-ce que j'ose vous demander
qui vous utilisez aujourd'hui? Non, je peux pas vous dire. Ok, pas de souci, je comprends, c'est un peu confidentiel. Est-ce que, en revanche, j'ose vous demander qu'est-ce qui a fait que vous êtes tourné vers cet outil à l'époque? Et depuis quand vous l'utilisez? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça devient un indispensable chez vous? Quelles sont les fonctionnalités qui aujourd'hui sont nécessaires à la bonne utilisation de vos process? Tu vois, j'en sais rien. Et depuis tout à l'heure, je te fais que des questions ouvertes, tu vois. Les gens, ils doivent aussi bannir dans leur langage des est-ce que. Ils se rendent pas compte, mais tout le monde pose des questions est-ce que. On est déjà équipé. Ah, d'accord. Et est-ce que vous êtes satisfait? Oui. Ah oui, sinon, j'en ai rien à foutre, tu vois. Et donc, tu vois, question En fait, fermée, il faut oui, non. éviter les questions oui, non, on est d'accord. Exactement. Donc, tout ce qui commence par est-ce que, c'est à bannir. Sauf si c'est disqualifiant pour toi pour valider la suite, tu vois. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des personnes dans tel truc ou, tu vois, c'est une question, mais qui est disqualifiante pour oui, non. Parce que tu as besoin de savoir. Je te dis une bêtise, je réfléchis à un truc que j'ai moi là en client. Je sais pas. Est-ce que vous utilisez comment du paiement en ligne? Non. Ah, ok, bon, bah, en fait, on peut pas bosser ensemble. Ok, c'est disqualifiant. J'avais pas cette info-là du coup avant. Bon, bah, ça me permet de savoir. Ça, c'est volontairement une question fermée. Mais autrement, les questions fermées ne servent qu'à des reformulations. Ça sert pas du coup pour ouvrir le débat. Ce que je trouve intéressant aussi dans ce que tu dis, des questions ouvertes, on n'est plus dans le truc où, ok, tu peux lui demander le nom de son outil, il va pas te dire, il veut pas te le dire. En revanche, quand tu poses ces autres questions qui sont sur l'utilité qu'il peut en avoir, quelle est la fonctionnalité dont il pourrait plus se passer aujourd'hui, bah en fait techniquement ça sort du cadre confidentiel, c'est des choses sur lesquelles on peut facilement s'exprimer. Et j'imagine que l'interlocuteur il sera plus à même de répondre à ce genre de questions parce que bah il va se dire ok, bon, c'est soft, je peux quand même lui donner ça. Et en plus, comme toi, tu le fais de manière respectueuse, on sait que on a plutôt tendance à être sympa avec les gens qui sont sympas, à moins d'être soi-même un connard. Mais voilà, on n'en croise pas si souvent que ça finalement. Ce que je dis toujours en termes de posture, soyez un expert ou une experte sympa. Juste être sympa, c'est pas un métier, ça suffit pas. Faut montrer de l'expertise, qu'on n'est pas là encore une fois par hasard et qu'on maîtrise. En revanche, la sympathie, 2 milliards % accordés avec toi. C'est important. À qui on a envie de donner du temps aujourd'hui? Avec qui on a envie de bosser? On a envie de bosser avec des gens qui maîtrisent leur sujet, qui sont compétents et qui en plus sont sympas. Des gens qui sont très compétents mais qui sont cons, honnêtement, je vais devoir me forcer, je préfère aller voir ailleurs, la vérité. Donc même s'il est un peu moins bon. Et ouais, totalement. Ouais, franchement. Là, c'est le rapport humain, heureusement d'ailleurs, même malgré tout ce qu'on voit aujourd'hui avec l'IA et tout ce qui sort comme outil, l'humain reste au centre, heureusement. Tu vois, donc c'est toi qui feras la différence demain. Et pour revenir sur le sujet d'objection, un dernier petit truc, c'est donc bannissez-moi s'il vous plaît de vos langages ces questions pourries là à 2 balles. On vous dit qu'on bosse déjà avec quelqu'un. Ah bon, est-ce que vous êtes satisfait? Oui. Ah, et si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous changeriez ou ah, et qu'est-ce que vous améliorez chez eux? Putain, mais je te connais depuis 30 secondes. Tu étais en train d'essayer de me défoncer le partenaire avec qui je bosse depuis X temps. Tu sais pas la relation que j'ai avec lui. Tu essaies de me demander ce qui est de mieux, ce qui est pas bien chez lui que t'as peut-être chez toi. Mais fais ton taf, casse-toi, en fait. Ou alors sois plus subtil. Oui, moi je relis en amour, tu vois, tu veux séduire quelqu'un, t'es pas en train de lui demander de quitter son partenaire pour toi, quoi. Donne-lui envie de quitter son partenaire, mais n'essaye pas de remettre en question sa relation. Il y a vraiment je le vois de plus en plus, c'est ce que j'essaie après encore une fois de transmettre dans les coachings, c'est cette nuance entre brutalité, subtilité. Et c'est ça qui fait un mauvais vendeur ou vendeuse d'un très bon ou d'une très bonne, très forte, tu vois. C'est la subtilité. C'est ça qu'il faut réussir à amener, tu vois, quand on fait de la vente, que ce soit de la prospection ou même quand on est en rendez-vous. À venir avec ses gros sabots, poser des grosses questions qui sont parfois accusatrices, genre pourquoi utiliser ça? Putain, mais sois subtil, bordel. Crée du lien, intéresse-toi vraiment. Pense pas qu'à ta gueule et à tes variables, à tes chiffres et autres. Tu verras que si tu t'intéresses pleinement aux gens, naturellement, ça va bien se passer. Donc remets de l'humain au cœur de tout ça, quoi. Sois méthodique, mais justement, utilise la méthode et sois rigoureux dans ta méthode pour pouvoir laisser la place à l'humain, quoi. 100%. Bon, j'adore. Merci beaucoup. Est-ce que, juste une dernière question, est-ce que tu as des conseils à donner pour justement s'entraîner, parce que je pense que c'est pas inné pour tout le monde. Toi, visiblement, tu as quand même une aisance naturelle à faire ça. Mais est-ce que tu as des petits tips à donner pour ceux qui, malgré tout, se font un peu violence, tu sais, on la voit qui se noue, stress. Parfois, moi, j'aime bien dire, il y en a certains, je les entends, je les sens qui sont en train de suer au téléphone, tu vois. Je les vois pas, mais ils sont en train de dégouler. Est-ce que tu as des tips justement pour avoir une session d'appel à froid? Plein de choses là-dessus. On essaie de dédramatiser déjà. Votre vie, elle dépend pas de ce call. Les gens que vous avez au téléphone ont des responsabilités et des postes différents du vôtre, mais ça reste des humains. Ils sortent le week-end, ils partent en vacances avec leur famille, ils font caca. Genre, c'est des gens en fait. Donc, pas besoin d'avoir peur. Ça reste des humains. Hein. Vous pourriez très bien le côtoyer à une soirée entre amis ou un barbecue en famille ou je ne sais quoi.
quelqu'un qui est totalement inconnu et pourtant c'est la personne que vous avez en face. Donc on dédramatise qui on a, on prend un peu de hauteur. On souffle un bon coup. Moi, j'avais des trucs à l'époque, j'aimais bien faire des pompes un peu avant d'appeler, des squats, j'en sais rien. Se mettre une musique en même temps, parce que... Oui, moi, c'est parce que je suis un peu hyperactif, donc ça me canalisait, ça me faisait marrer. J'écoute une musique qui me met dans un bon mood parce que j'ai beaucoup fait de sport à l'époque, donc j'avais mon casque et je mettais de la musique avant. À vous de trouver un peu votre petit rituel. Et juste une règle, c'est justement essayez de prendre du plaisir, en fait. Donnez, en fait, du sourire et prenez du plaisir avec les gens que vous avez en face. Si vous avez fait un bon travail en amont, que vous êtes convaincu des forces que vous amenez, juste parlez simplement. J'arrête pas de le dire, c'est aussi en coaching. Arrêtez avec les termes bullshit de merde à 2 balles, là, où en fait, on comprend rien et vous essayez d'enfumer les gens. Oui, aujourd'hui, vous savez, Laurie, moi, je vous aide, je vous accompagne dans votre transformation digitale. Mais ta gueule, Jean-Pierre, ta gueule, en fait. Dis-moi naturellement ce que tu fais, comment, tu vois, genre. Parle-moi simplement. Les meilleurs experts et expertes sont des gens qui arrivent à vulgariser des idées et des concepts. Pas qui essaient de se la jouer avec des mots tordus qui sont très bien à l'écrit, mais qui donnent rien à l'oral, en fait. Sois simple, parle comme si t'expliquais ce que tu fais à un cousin éloigné que tu vois jamais et explique-lui simplement, il est pas de ton secteur, il comprend rien. Ça veut pas dire qu'il faut infantiliser les gens qu'on a en face, mais c'est juste parler simplement. Et prenez du plaisir. Moi, le jour où tu dis qu'aujourd'hui j'ai de l'aisance, parce que bon, ça fait 11 ans que je baigne dans ce milieu-là, et que des calls, j'en ai fait, et mon premier job, ça a été de vendre des associations dans la rue. Mon taf, quand je suis sorti d'école et que j'ai arrêté les études avant d'en reprendre d'autres, je vendais des assos dans la rue. Donc autant te dire qu'au début, c'est hyper dur. Et le jour où j'ai été meilleur performeur de Suisse, quand j'étais le meilleur vendeur, c'est quand j'avais compris ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi, quand j'arrête les gens, je voulais qu'ils passent un bon moment. Et qu'ils signent ou pas. Et c'était pas juste un chiffre et un contrat que je devais faire parce que je devais en faire 5 par jour. J'avais décorrélé ça de ma tête. Je voulais juste faire marrer les gens et moi passer un bon moment. Et à partir de ce moment-là, en fait, il y a un effet miroir qui se présente. Si je suis sympa avec les gens, que je dégage des good vibes et que je parle bien, on me le rend. Essayez de prendre du plaisir, même si c'est pas commun. On appelle des gens, on a le droit. Vous êtes dans un cadre de travail. Vous les appelez pas pour leur vendre un frigo. Vous les appelez pas pour leur vendre une nouvelle box, j'en sais rien. Vous les appelez parce que vous les avez identifiés. Faites-leur comprendre, simplement. J'ai envie de dire, pas de pression. Dédramatisez, les gens en face de vous, c'est des humains. Ça va bien se passer, vous allez pas mourir. Et au pire des cas, vous mourrez pas de honte non plus, ça je vous rassure. Je te remercie Enzo pour ces super conseils et même ces derniers tips parce que je pense qu'ils peuvent être super utiles pour pas mal de personnes qui nous écoutent. Moi, la première, alors j'avais mon petit rituel, moi aussi, après, pour ce genre de choses, et je t'accorde que ça aide justement pour faire descendre la pression et qu'après, c'est comme tout, c'est en forgeant qu'on devient forgeron et puis c'est plus aussi autant une souffrance que ça peut l'être au départ. Enzo, où est-ce qu'on peut te retrouver pour te suivre, bénéficier de tes conseils, se marrer un bon coup aussi en regardant ce que tu fais parce que j'aime beaucoup, il y a plein d'humour. Écoute, c'est bien sympa. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. C'est là où je balance le plus de contenu aujourd'hui. J'ai aussi lancé une petite newsletter depuis une semaine, donc vous pouvez m'écrire. J'essaie de répondre à tout sur LinkedIn. Je suis pas toujours le plus réactif. Soit je réponds en 5 minutes, soit je réponds en 10 jours, mais je réponds toujours. Et voilà. Ok, écoute, super. Moi, je mettrai tout dans les ressources. Et écoute, j'ai été ravie de t'accueillir aujourd'hui. Et à tous, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Cet épisode est maintenant terminé. S'il vous a plu, pensez à le partager sur vos réseaux sociaux en nous taguant. Si vous avez déjà laissé un avis 5 étoiles sur Apple Podcast, vous avez toute notre gratitude. Et si ce n'est pas encore le cas, j'espère que cet épisode vous a donné envie de le faire. À très bientôt.